Bienvenue aventuriers et aventurières. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances-Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportés dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Est-ce que tu es content qu'on soit venu vivre ici ? Oui. Vraiment ? Oui. Qu'est-ce que tu préfères par rapport à la France ? Il y a un peu plus d'animaux et en même temps il y a beaucoup plus de neige. On peut faire des châteaux de neige et des igloos et des bonhommes de neige. Bienvenue dans cet épisode dédié à l'aventure en famille. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter Jennifer et David qui ont osé passer les frontières pour vivre une expérience inoubliable au Canada, accompagnés de leur petit garçon Jules. Leur témoignage sera découpé en 3 parties afin de vous guider au mieux si cette aventure vous intéresse. Dans la première partie, nous explorerons la phase de préparation où nos invités ont dû jongler avec les démarches administratives, les défis logistiques de partir vivre à l'étranger en famille et des conseils avisés pour organiser un départ serein et préparer au mieux vos enfants à cette nouvelle aventure. Ensuite, nous nous envolerons avec eux vers leur nouvelle vie au Québec. Ils partageront leurs premières impressions, les défis rencontrés et les moments de joie qui ont illuminé leur quotidien. Donc nous plongerons dans les ressentis de nos invités après près d'1 an passé au Canada. Ils nous dévoileront les transformations personnelles, les apprentissages et les moments précieux vécus en famille dans leur nouveau foyer. Leur témoignage authentique vous aidera à naviguer dans cette expérience avec confiance et sérénité en vous montrant que l'aventure en famille est une source infinie de croissance et de bonheur. Chers parents ou futurs parents, préparez-vous à vous immerger dans les défis et les joies de l'expatriation en famille au Canada grâce à l'énergie contagieuse de nos invités et leur détermination pour créer une vie épanouissante pour leurs enfants. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Une question que j'ai pour vous tout de suite là, c'est quel est le mot que vous avez choisi pour résumer votre expérience en tant que PVTiste ? Je dirais pour nous deux, ça serait le mot expérience, au pluriel. Un pays très loin, avec beaucoup de neige, avec des ours. Parce que j'avais sur mon blog le Canada et je l'imaginais comme ça. Et d'autres animaux comme des baleines et des belugas parce qu'il y en avait proches. Je voyais qu'il y en avait proches dessinés sur mon globe. Ah, alors le mot qui te fait penser au Canada, c'est neige ou animaux ? Les deux. Comme je l'ai dit en intro, on va revenir d'abord sur vos préparations avant le départ et j'aimerais vous poser la question de quel a été votre processus de réflexion et le déclic que vous avez eu pour décider de tout lâcher et de partir à l'aventure. Alors, pour résumer l'histoire assez simplement et brièvement, en fait, on a un petit garçon qui, après avoir vu un reportage sur les baleines à Tadoussac, nous a dit « Je veux voir les baleines » avec ses petits mots d'enfant. Il avait tout juste 3 ans à l'époque. On s'est dit pourquoi pas pour de futures vacances. Et donc, on a commencé à envisager le Québec pour cette raison-là. Et puis, le Covid est arrivé, donc les confinements, rester bloqué à la maison. Et dans ma tête, il y a un petit vieux rêve qui est un peu remonté, de se dire j'aimerais bien aller vivre à l'étranger un jour. Et donc j'en ai parlé à ma femme, Jennifer. Je lui ai dit pourquoi pas prendre juste un billet aller, quitte à voyager. Et on a commencé la réflexion finalement sur cette base-là. Toi Jennifer, est-ce que c'était un rêve que tu avais ou c'était quelque chose que tu n'avais jamais envisagé ? Non, j'avais jamais vraiment envisagé ça. Je sais que mes proches non plus ne l'envisageaient pas pour moi. J'étais bien en France dans mon petit quotidien, mais je savais que c'était un vieux rêve de David et j'étais quand même un peu curieuse. Et donc du coup, est-ce que c'est votre petit garçon qui a entre guillemets choisi la destination ? Oui, c'est un petit peu lui parce que au final, alors à mon grand désespoir, moi qui aime la chaleur, il a choisi les baleines de Tadoussac et pas de la Réunion. Mais c'est un petit peu lui au final qui a enclenché le côté Canada. J'ai mes parents qui y sont allés il y a 15 ans, qui ont énormément aimé et j'ai beaucoup entendu parler, vu passer les photos, les vidéos qu'ils avaient fait à l'époque. Et je sais que David est quelqu'un qui adore la neige. Donc s'il y avait un endroit où il serait heureux, ce serait là-bas. Donc c'est Jules et en même temps un petit peu notre passé et puis la joie de David à l'idée de passer un hiver enneigé. Puisqu'on parle de Jules, comment vous lui avez fait l'annonce, lui, à votre entourage ? Est-ce que vous avez déjà fait un peu de préparation en amont ?
Alors, en fait, en termes d'annonce, on a toujours été transparent avec lui, malgré son jeune âge, de lui dire, on aimerait essayer d'aller vivre loin au Canada, donc là où tu as vu les baleines à la télé. Donc, on a toujours parlé finalement à chaque étape du processus, c'est-à-dire dès la réflexion, lui dire, est-ce que toi, ça te plairait un jour d'aller vivre là-bas pour pouvoir voir les baleines, etc. Et à chaque étape, finalement, ça a été ça, c'est-à-dire que quand on a commencé à réfléchir un peu plus sérieusement sur le côté administratif et réel, on lui en a parlé en disant, voilà, on est en train de regarder comment on peut faire, lui dire, voilà, se dire qu'on sera loin de la famille, des cousins, cousines aussi, lui montrer à quoi ça pouvait ressembler en images, donc en photo, en vidéo, parler aussi de l'expérience de ses grands-parents, justement, maternels, qui eux avaient voyagé là-bas en lui montrant leur album photo. Ça a été aussi finalement, quand on s'est inscrit au PVT, de dire là, voilà, Jules, on est en train de s'inscrire pour de bon. Donc si on est tiré au sort, ça peut arriver qu'on parte. Quand j'ai été tiré au sort, moi, dans un premier temps, effectivement, on lui a dit, là, papa, il a été tiré au sort, donc on a les papiers, on est en train de faire les papiers, et on va partir d'ici 1 an au maximum vivre au Canada. Quel âge il avait au moment où vous aviez toutes ces discussions? C'était entre ses 3 et 5 ans et demi, 6 ans, en fait, puisque la réflexion, on a quand même pris le temps entre le premier confinement finalement et 2022, puisqu'on est parti en juillet 2022. Donc sur toute cette période-là, finalement, on a été assez transparent, lui parler de chacune des étapes, en se mettant à sa hauteur évidemment. On avait aussi pris quelques livres sur le sujet de le déménagement et en même temps aussi le côté aller vivre à l'étranger, l'expatriation. Est-ce qu'il avait des craintes particulières? Plus petit, non. L'approche du départ, il a commencé à exprimer sa peur que ses grands-parents lui manquent, ses cousins, cousines aussi, sa peur de l'école là-bas. Voilà, parce que l'école ici, c'était parfois compliqué. Jules est très curieux, mais il a tendance à s'ennuyer rapidement à l'école et il avait peur de s'ennuyer encore plus dans une autre école à l'étranger. À un moment donné, il avait peur de pas comprendre la langue des Québécois aussi. Donc, plus vers la fin. C'est vraiment à partir du moment où on a été tiré au sort, où là, il y a ces craintes qui sont apparues quand c'est devenu vrai, qu'on allait partir. Mais c'était plus l'éloignement des proches. Et au niveau de votre entourage, comment ils ont pris la nouvelle? Et à quel moment d'ailleurs vous leur avez annoncé cette nouvelle qui est quand même très importante, surtout quand on a des grands-parents et un petit garçon? Alors je dirais que la nouvelle, elle a été un petit peu annoncée au fur et à mesure parce que à la base, c'était une idée de voyage qu'on avait eue d'aller voir les baleines. Et puis la pandémie a fait son chemin. David a posé la question fatidique et si on prenait qu'un seul billet aller? Les proches, il y avait des réactions différentes. Il y avait d'un côté le côté non, j'y crois pas. D'un autre côté, j'ai hâte de vous voir là-bas et de voir les photos, les vidéos. Mais j'attends que vous soyez partis pour réaliser vraiment que vous allez partir. C'est un petit peu mitigé. Je pense que l'annonce, elle a été faite au fur et à mesure en fonction de nos étapes qu'on passait, tout simplement, en fait. Il y a pas eu de moment précis. On n'a pas fait une fête particulière. On n'a pas fait un repas particulier pour l'annoncer à tout le monde. C'était au fur et à mesure, au cas par cas, en fonction des proches qu'on voyait petit à petit. Ok, donc oui, vous, c'était plus vraiment, on implique tout le monde dans les conversations, dans notre avancement pour bien intégrer la nouvelle. Au niveau des préparations qui sont plus sur le côté administratif, hein, donc David t'a parlé que tu t'es fait tirer au sort par rapport au PVT. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus exactement? Pourquoi avoir choisi d'ailleurs de partir en PVT et pas d'une autre façon? Comme je disais, on a préparé ça longuement et on a regardé en fait toutes les possibilités. Notre préoccupation première, c'était autour de Jules, c'est-à-dire comment ça se passe l'école déjà, donc quelle province on vise? Est-ce qu'on vise le Québec? On a hésité avec le Nouveau-Brunswick aussi à un moment donné. On a commencé par chercher en fait autour de ça, de comment ça se passe le niveau scolaire pour Jules, pour l'intégrer là-dedans, etc. Et après, du coup, commencer à regarder au niveau du travail. Quels sont les documents, les choses à avoir? Donc, en l'occurrence, les permis de travail, ce genre de choses. Donc, on s'est beaucoup aidé pour le coup du site PVTiste, qui est quand même assez fourni sur la chose, sur les différents types de permis et de programmes qui existent. Et j'avais commencé à chercher un petit peu de mon côté au Nouveau-Brunswick, à envoyer des candidatures. Sans trop de retours, j'ai quand même eu finalement un seul entretien pour potentiellement un travail, sauf qu'ils se sont rendus compte au milieu de l'entretien que j'avais pas de permis de travail et que je leur demandais un permis fermé, ils avaient pas bien lu mes mails. En fait, ils avaient été tellement, je sais pas, subjugués par ma candidature, disons. C'est ce que j'ai envie de croire en tout cas. Mais ils se sont rendus compte, voilà, au milieu de l'entretien, que j'avais toujours pas de permis de travail et que j'étais pas encore sur place. Donc voilà, on s'était renseigné sur tout ça et on s'était dit, 2021, on cherche comme ça par nos propres moyens, et c'est peut-être de décrocher un permis fermé ou autre. Ça nous permettra aussi de tester le terrain d'un point de vue candidature.
Et 2022, en fait, en janvier, à l'ouverture du bassin, on s'est inscrits tous les deux dedans, en se disant, bah, si on est tiré au sort, tant mieux. Et de notre côté, on continue quand même à chercher d'autres potentiels employeurs, avec les journées France-Québec notamment, par exemple. Et bah, au final, j'ai été tiré au sort donc en février. Bah, voilà, on s'est dit, ok, bah, c'est le signe, c'est le ticket d'entrée. On est parti. Parce qu'à partir du moment où vous êtes tiré au sort, vous avez combien de temps pour arriver au Canada? En fait, le tirage au sort, il faut avoir d'abord la lettre d'invitation, la fameuse LI dont tout le monde parle, pardon, d'introduction, pas d'invitation. La lettre d'invitation, c'est pour faire les démarches du PVT. On a 1 an. Mais entre le moment où on commence, finalement, on est tiré au sort dans le bassin et le moment où on va recevoir la fameuse lettre d'introduction, les délais sont assez aléatoires dans le sens où, pour certains, dans mon cas, ça a été quand même assez vite. La lettre d'introduction, je crois que je l'ai eu fin mars, début avril, de mémoire. Il y a d'autres personnes, et je le vois là en ce moment, parce qu'il y a eu des grèves auprès de IRCC, etc., qui ont toujours pas reçu, alors qu'ils ont été tirés au sort en début d'année, ils ont toujours pas reçu leur lettre d'introduction. Donc c'est assez variable finalement. Ok. Mais du coup, le fait que vous avez quand même 1 an pour arriver, j'imagine que pour quand on a un enfant, si vous voulez pas le sortir, par exemple, de l'école en milieu d'année scolaire, est-ce que ça vous permet cette flexibilité? Oui, nous, en fait, à partir du moment où David a été tiré au sort, on savait que, comme il dit, il a été tiré au sort fin mars. Enfin non, il a eu sa lettre d'introduction fin mars. On avait dans l'idée de profiter de l'été pour venir vivre ici et permettre à Jules de commencer sa scolarité comme les autres enfants, en fait, en même temps, et de pas arriver en cours d'année. De lui laisser le temps, en plus, d'avoir l'été pour s'adapter, s'acclimater, découvrir un petit peu le Québec et autres, et ensuite faire sa rentrée scolaire. C'était très important pour nous. Et en termes d'affaires, est-ce que vous aviez une maison en France? Est-ce que vous aviez beaucoup de biens? Comment vous avez décidé de vous séparer peut-être de certaines choses? Alors en France, on était locataire effectivement dans une petite maison et comme on a monté ce projet finalement sur la durée, on s'est dit: «On va commencer à se séparer un petit peu du superflu dans un premier temps». Donc on a évacué plein de choses qui servaient à rien, le côté un petit peu minimaliste de madame notamment qui a pas mal aidé je pense à vider, les choses qui servaient à rien et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses qui servaient à rien. Et on a accéléré à partir du moment où j'ai été tiré au sort. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de ventes sur Marketplace. Donc je crois que j'ai passé pas mal de pauses repas à aller sur le parking à côté de la maison, parfois avec des petites blagues à attendre les personnes qui ne venaient jamais, mais mais voilà, on a essayé de vendre comme ça. Il y a des choses qu'on a aussi, données et on va dire vendues à très faible coût à notre entourage parce que soit on n'avait pas envie de batailler au niveau, on avait vu que sur d'autres objets c'était compliqué très très rapidement de vendre sur un Facebook Marketplace. Donc on s'est dit on préfère vendre moins cher à des proches et on sait qu'on sera pas embêté. Donc voilà, c'était un mélange de tout ça un peu. Donc du coup, quand vous prévoyez de partir au Canada, c'était juste avec vos valises et votre petit garçon? C'est ça, l'idée c'était de partir avec le strict minimum de toute façon, parce qu'on avait commencé à regarder un petit peu les prix des conteneurs et on était encore dans la phase vraiment post-Covid, post-pandémie on va dire, où les prix étaient encore assez élevés pour les conteneurs. Quand on avait regardé à un moment donné, je crois que pour 3 mètres cubes, on était quelque chose au-delà des 2 000 € pour 3 mètres cubes, ce qui est vraiment très très peu. Donc on a convenu, et on a de la chance pour ça, j'ai mes beaux-parents qui ont accepté de garder un petit peu de choses, notamment beaucoup de livres, parce qu'on avait vraiment beaucoup de livres pour Jules, qui ont accepté d'en garder un petit peu. Et ben, quand ils sont venus là récemment, justement, ils sont venus avec une valise quasiment pleine de bouquins pour Jules. Ouais. Si je me trompe pas, au moment de l'enregistrement, le site PVTiste a un partenariat avec Air Canada pour que vous puissiez avoir une valise en plus. Est-ce que vous en avez bénéficié? Tout à fait. Donc c'était Ulysse et Air Canada, donc on a pu en bénéficier effectivement, ce qui nous a permis finalement de partir avec 6 valises en tout, puisqu'on avait 2 valises par adulte et Jules avait le droit à une seule valise, ce qui nous a permis de partir assez facilement. Et je précise qu'on est parti aussi avec notre chatte, qui a maintenant 10 ans, donc 9 ans l'année dernière. Et ça s'est très très bien passé. Elle est partie par contre en cabine avec nous. Ah ok, donc ça c'était autorisé en cabine? Oui, par contre, c'est une procédure un peu spécifique. Il faut réserver suffisamment à l'avance. Il faut prévenir. Donc là, pour le coup, nous, c'était Ulysse, pour qu'Ulysse puisse faire la réservation après auprès de Air Canada. Et on a dû régler donc le billet d'avion, même si elle était en préenregistrée, on a dû régler le billet d'avion du chat, il me semble, vraiment au comptoir.
en même temps que la valise supplémentaire en fait. Ok. Et au niveau des papiers pour l'achat justement, parce qu'elle a pas de PVT, mais j'imagine qu'elle doit quand même avoir un papier du vétérinaire ou quelque chose. Oui, en fait, il y a des règles à respecter pour rentrer au Canada avec un animal. En l'occurrence, pour notre chatte, c'était le vaccin contre la rage qui se fait en 2 temps. Donc, il y a un premier vaccin qui doit être fait. Alors, c'est 1 ou 2 mois avant le départ, il me semble, le premier vaccin, et le second se fait dans les 2 semaines avant le départ, 10 jours, 2 semaines. J'ai plus les dates exactes, les chiffres exacts, mais voilà, c'est 2 en 2 vaccins finalement. Et elle a dû aussi faire une visite juste avant le départ pour avoir un tampon sur son carnet international, comme quoi elle est en bon état de santé. Et ça, c'était je crois que c'est dans les 48 heures ou 72 heures avant de prendre l'avion. Ok. Mais dans vos souvenirs, du coup, c'était pas quelque chose de très compliqué. Non. Non, 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 c'est juste planifier voilà les visites avec le vétérinaire de manière à être dans les temps, de se dire ok, on part tel jour, il faut quand même qu'on retourne chez le vétérinaire à telle date. Ça aide d'avoir voilà une bonne relation quand même avec son vétérinaire, c'est plus facile. Oui, puis être bien organisé, bien préparé, bien se renseigner. Vous avez l'air d'avoir su faire ça vraiment correctement, très correct, comme ils disent les Québécois. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez aborder avant le départ, avant qu'on en arrive à l'arrivée au Canada? Moi, je soulignerai surtout le travail fantastique de madame en termes d'organisation. C'est la plus organisée de nous 2. Moi, j'ai jeté plein d'idées en l'air et essayé de composer avec ça et elle a mis de l'ordre là-dedans, on va dire. C'est pas étonnant, dans un couple, il y en a toujours un qui est très bon à l'organisation, donc vous êtes bien trouvés. Donc voilà, maintenant tout est prêt, les valises sont prêtes, vous partez. Est-ce que vous avez quand même cherché un emploi en amont ou est-ce que vous avez attendu d'arriver sur place? Bah, les 2 en fait, c'est-à-dire que j'avais commencé à chercher avant et à partir du moment où j'ai été tiré au sort, donc j'ai ajouté ça dans ma lettre de motivation, pour expliquer que j'avais été tiré au sort et cetera. Ça a pas très, très bien marché. Comme il y a un problème de main-d'œuvre actuellement au Québec, les employeurs ont besoin de personnes qui arrivent, tout de suite, quoi. C'est-à-dire que vous appelez le matin, c'est limite s'ils ont pas besoin de vous à 14 heures. Donc c'était un petit peu compliqué pour ça. Donc on s'est dit: «Bah, on va bien voir» et puis il se trouve que finalement, arrivé au début juillet, au moment de prendre l'avion, on n'avait pas de piste d'emploi. Donc on s'est dit: «Bah, c'est pas grave, on va prendre le temps d'arriver sur place» et effectivement, quand on est arrivé sur place, on a vu des panneaux, «Nous embauchons, cherchons telle personne» et cetera, partout, mais littéralement partout. Donc on s'est dit: «Bon, bah, on va prendre le temps, prendre un petit peu le temps de découvrir, d'avoir nos petites vacances», parce que ça faisait quelque temps depuis la covid qu'on n'avait pas eu de vraies vacances non plus et ensuite, bah, j'ai postulé, on va dire à peu près à partir de la mi-août. J'ai commencé un petit peu début août, mais c'était vraiment pas significatif, hein. Surtout que j'ai eu le covid à ce moment-là. Donc j'ai commencé vraiment sérieusement mi-août et bah, c'est simple, j'ai eu, un entretien et je commençais le 29. Ouais, donc ça a été très rapide. J'ai pas posé la question, mais du coup, Jennifer, est-ce qu'entre-temps, elle avait été tirée au sort pour le PVT ou est-ce que du coup, elle arrivait avec un permis de conjoint de fait? Non, alors moi j'ai été tirée au sort 3 semaines avant de prendre l'avion. Ben au final j'ai fait toutes les démarches sur site, sur place, pour avoir ma lettre d'introduction. On n'a pas encore déclenché mon PVT. On attendait de passer un an tranquille, comme ça je suis reliée à David en conjoint de fait. Donc on a dû attendre ses premiers bulletins de salaire pour pouvoir aller faire le tour du poteau, pour me déclencher un permis de travail et que je puisse travailler à mon tour. Et là dans un mois on ira déclencher mon PVT. Super. Au niveau du logement, comment vous y êtes pris? Et puis même, d'ailleurs, j'ai pas posé la question, mais comment vous avez sélectionné dans quelle ville vous alliez déménager au Québec? C'est une très bonne question. Je crois qu'on se l'est posé pendant longtemps où aller vivre, parce qu'une fois qu'on est passé du Nouveau-Brunswick à Québec, on s'est dit bon ben alors Québec à chaque fois forcément on pense toujours Montréal. C'est vrai qu'on n'est pas très grosse ville et tout le monde nous parlait de Montréal comme une grosse ville. Et mes parents avaient eu un coup de cœur pour Québec. Encore une fois, ils m'avaient très très bien vendu la ville de Québec. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir ce côté ville, mais la nature très proche et à proximité. Et à chaque fois qu'on suivait des comptes d'expatriés ou qu'on posait des questions, on avait toujours ce retour-là de la vie est tranquille à Québec. Donc, on s'est dirigé vers la ville de Québec. Et au niveau de la recherche du logement, ça a été assez compliqué parce qu'on avait plusieurs choses qui ne convenaient pas aux propriétaires d'ici. À l'époque, enfin du coup, il y a plus d'un an, parce que dès que David a été tiré au sort, on a commencé à se renseigner pour trouver qu'on a su qu'on allait venir à Québec. On a commencé à chercher essentiellement sur Marketplace, un petit peu Kijiji aussi, mais
À chaque fois qu'on contactait quelqu'un, dès qu'on disait qu'on était en France, il y avait un blocage parce qu'on n'avait pas la possibilité de venir visiter sur place et qu'ils avaient déjà une liste d'attente longue comme le bras de personnes qui souhaitaient visiter. Apparemment, la demande était très très forte et il y avait très peu d'offres de logements en location. Le deuxième point qui est bloqué une fois qu'on disait qu'on était en France mais qu'ils acceptaient de faire une visite en visio, c'était qu'on n'avait pas d'emploi. Donc ça aussi, ça dérangeait un petit peu. Comme on est français, on n'a pas de code de crédit. Donc pour eux, avoir un historique aussi bancaire, ça les freinait. Et le dernier point, c'est qu'on a une chatte. Donc c'est pareil ici aussi, c'est quelque chose qui peut bloquer. Donc après beaucoup de démarches et de demandes de prise de contact qui ne prenaient pas, on a enfin eu une agence qui nous a dit oui à tout, qui nous a fait la visite en visio et en fait on trouvait ça un petit peu cher, mais on s'est dit de toute façon on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, ça fait, je crois que pendant 2 mois, ça commençait à être un petit peu stressant parce qu'on était en attente du logement pour pouvoir inscrire Jules à l'école quartier. Du coup, c'était important pour nous d'avoir quand même le logement avant de venir. On sait que beaucoup recommandent d'attendre d'être sur place pour trouver le logement, mais en tant que famille et moi en tant que maman, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi qui soit inscrit dans son école, qu'on puisse aller visiter l'école aussi l'été. Et donc avoir le logement pour pouvoir l'inscrire à l'école. Et on a enfin trouvé avec une agence de location qui a tout accepté. Alors, tu as parlé brièvement de la cote de crédit, juste pour faire un petit rappel à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Au Canada, c'est vrai qu'ils ont une façon différente de penser les finances. En France, il faut pas trop faire de crédit, c'est pas très réputé. C'est l'inverse au Canada, ils aiment bien que vous montrez que vous savez payer vos factures. Donc, ça peut commencer juste par montrer que vous payez votre achat de voiture ou peu importe. Et donc, c'est donc de ça, de code de crédit. Quand on arrive directement de la France, on n'a pas cet historique qui se construit rapidement une fois qu'on est sur place. Mais du coup, en amont, c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat à refaire. Est-ce que vous auriez peut-être fait quelque chose de différemment pour la recherche de logement? Pour la recherche, non, je pense pas parce que de toute façon, on aurait eu les mêmes blocages quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on aurait un peu plus cherché du côté des propriétaires en direct parce qu'il y a peut-être un peu plus de compréhension que de la part des agences. Et sinon, non, il n'y a pas d'autres choses différentes. La seule chose qu'on aurait peut-être fait différemment, c'est finalement dès le départ, notre lettre de présentation, si je peux dire ça, notre mail de présentation auprès des propriétaires, de les présenter de manière plus marketing, si je peux dire ça comme ça, de manière à mieux se vendre pour leur faire comprendre en gros on est prêt, on est dans les starting blocks, plutôt que de le faire un peu comme on ferait en France finalement, dire bonjour, je suis intéressé, etc. Mais bon voilà, c'est après, il faut s'adapter aussi à l'interlocuteur en face des fois, donc c'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez peut-être testé de mettre, je sais pas, un relevé bancaire en leur disant: «Regardez, j'ai un petit peu d'argent, je paierai mon loyer», parce que c'est peut-être une crainte des locataires? Oui, on a essayé sur les derniers parce que quand on commençait à avoir refus sur refus ou alors même zéro réponse, on essayait justement de dire on a une lettre de recommandation de notre propriétaire actuel. Si vous souhaitez, on a des recommandations au niveau de nos employeurs respectifs aussi pour montrer qu'on est des bons employés et qu'on travaillait bien. J'avais même dit que ça faisait 10 ans que j'étais dans la même société, donc que j'étais quelqu'un de sérieux, de loyal, voilà, qui bougeait pas tout le temps partout. C'est vrai qu'on a un petit peu tout essayé quand même sur les tentatives d'amadouer un petit peu les agences ou les quelques propriétaires particuliers qu'on avait, mais très rapidement, dès qu'on disait on est en France, on avait la réponse est-ce que vous accepteriez de payer un mois de loyer en avance. On sait que c'est pas légal, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu bloqué et on a fini par accepter. C'est la manière dont c'est demandé qui fait que c'est pas légal. C'est-à-dire que si on vous demande une caution, c'est illégal. Mais si on vous dit est-ce que vous accepteriez de payer le loyer en avance, du coup ça devient légal. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les mots, mais c'est la même chose, hein, basiquement. Et beaucoup de propriétaires finalement ont tendance à faire ça dans un marché qui est aujourd'hui en tension. C'est-à-dire qu'ils ont le choix pourtant des locataires, mais voilà. Au niveau de l'assurance maladie, comment ça se passe pour vous 3? Donc moi j'ai pris l'assurance PVT, donc avec Globe PVT, qui est en partenariat avec le site PVTiste d'ailleurs. Et on a pris les équivalents pour les conjoints et mon fils qui est rattaché à moi par contre sur mon assurance PVTiste. Donc mon fils, on savait qu'il avait le droit à la RAMQ puisque un petit peu de temps avant notre départ finalement et mon tirage au sort je crois, on avait appris que la RAMQ prenait les enfants sans condition, peu importe leur statut légal ou illégal sur le territoire. Donc on s'est dit ok, on va quand même prendre l'assurance pour lui pour les premiers mois pour être sûr au cas où qu'il y ait quoi que ce soit et parce qu'il y avait un flou aussi sur la question de la carence RAMQ pour lui. On s'est dit comme ça, on couvre 6 mois, ça coûte pas beaucoup plus cher de prendre 6 mois d'un coup. La RAMQ, c'est l'équivalent finalement québécois de la sécurité sociale.
En tant que PVTiste, on n'y a pas le droit, donc ni moi ni la conjointe, donc en l'occurrence Jennifer, il n'y a pas le droit non plus. Donc on est obligé d'avoir une assurance privée, d'où Globe PVT pour moi, et c'est le nom de celle de Jennifer, c'est Globe Partners, il me semble de mémoire. Donc voilà, et Jules, on avait quand même pris, voilà, on l'avait quand même rattaché sur moi. Les 6 premiers mois, on a prolongé quelques mois d'ailleurs, un petit peu derrière aussi, en se disant on sait jamais. Et finalement, là, on a décidé de le laisser parce que on voit bien que la RAMQ fonctionne très bien. Parce que pour le coup, on n'a pas eu forcément affaire à un médecin pour le moment, donc je touche du bois. Par contre, on a dû aller faire des lunettes parce que pas de bol, on est venu avec 2 paires de lunettes qu'on venait de faire en France avant de partir. Et il a trouvé le moyen de casser les 2 paires. Voilà. Oh. Donc, donc on a testé les premiers opticiens et optométristes pour pouvoir faire une nouvelle paire de lunettes. Et donc là, ils sont totalement couverts pour les enfants? Oui, alors la RAMQ pour le coup couvre une paire de lunettes, je sais pas si c'est une par an ou tous les 2 ans, à hauteur maximum de $250. Puisqu'on est en train de parler du petit Jules, est-ce qu'on pourrait revenir sur justement le moyen de garde, l'école, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a eu des appréhensions? Oui, oui, il avait des appréhensions. Jules, il aime pas, étonnamment, la nouveauté. Donc, on l'a vraiment sorti de sa zone de confort en venant vivre ici. L'école, il a été très rassuré de pouvoir la visiter cet été. On a eu la possibilité de venir jouer plusieurs fois dans la cour de récréation puisqu'elles sont ouvertes l'été. Tout le monde peut y accéder. Bon, malheureusement, il a croisé plusieurs enfants, mais c'était des enfants qui allaient dans une autre école et qui habitaient dans le quartier, mais qui n'allaient pas dans son école. Mais au final, la rentrée, c'est quand même plutôt bien passé. Connaissant Jules, il a des soucis de séparation et ça a duré une journée ou 2 de mémoire. Je crois pas qu'il ait eu plus de problèmes que ça. Et en fait, au final, très rapidement, il était très content. Il a la chance de prendre le bus scolaire tous les matins. Donc, c'est le premier sorti pour aller à l'arrêt de bus. Et ça, je crois que 11 mois plus tard, il est toujours aussi impatient de prendre le bus tous les matins. Pour la petite anecdote, justement, on parlait de la séparation. Donc le premier jour, la rentrée, ça a été le plus difficile pour lui, je pense, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, etc., beaucoup de parents. C'était dur. Par contre, le lendemain, donc le premier jour de bus, parce qu'il a pris le bus dès le premier jour finalement, on avait peur avec Jennifer que voilà, il nous fasse la crise de larmes, qu'il n'arrive pas à se séparer et que ça pose problème pour prendre le bus. Ah non, non, c'est le bus, les portes se sont ouvertes, limite il a couru dedans. C'était le manège pour lui, il était heureux comme voilà. Et nous on était là. Ah Ok. Bonne bon, journée. parfait. Voilà. Le petit bus jaune, il fait effet à beaucoup de monde, même les Oui. adultes. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Ça doit être ça. Et lui qui avait peur de pas comprendre les Québécois, finalement, ça s'est bien passé? Alors, c'était plus dans l'autre sens, je crois. Il y avait certains autres enfants qui lui disaient « Jules, on comprend pas quand tu parles. » Peut-être l'accent toulousain du sud, c'est possible. Mais non, il a très bien compris, très rapidement. Il s'est très vite acclimaté au vocabulaire. Parce que attrapez votre classeur, c'est pas un classeur, c'est un cartable. Mettez vos espadrilles, il a très vite compris que c'était les baskets. Des petits mots-clés comme ça. Et je crois que les premières semaines après la rentrée, c'était lui qui nous apprenait des nouvelles expressions ou des nouveaux mots de vocabulaire. On allait vérifier quand même de temps en temps parce qu'on n'était pas sûr de la réponse qu'il nous donnait, mais a priori, généralement, c'était assez ça. Il avait assez bien compris. Il a quand même essayé quelques fois, malgré tout, de nous faire passer certains mots en douce manière de dire « Mais si, c'est ça qu'ils disent ici comme si on n'était pas au courant, qu'on n'avait jamais vu ou lu ces mots-là, pour essayer un petit peu, comme on dit, de nous niaiser. Mais voilà, ça n'a pas très bien marché. Mais il a tenté, ouais, c'était assez marrant. Quelles sont les 3 principales différences que vous avez pu observer maintenant qu'il est dans le système scolaire depuis un petit moment entre la France et le Québec? Moi, je dirais c'est l'approche de l'école. En France, c'est vrai qu'à la maternelle, il a eu, en tout cas en moyenne section et en grande section, 2 maîtresses qui, quand on a commencé la réunion de rentrée scolaire, ont annoncé dès le départ qu'elles avaient environ moins de 25 enfants, mais qu'elles ne pourraient pas s'adapter aux 25 enfants, qu'elles ne pourraient pas suivre le rythme peut-être différent des 25 enfants. Il faut savoir qu'en France, souvent, il y a au moins une ATSEM dans la classe, en plus de la maîtresse. C'est pas le cas ici, à Québec en tout cas. Il y a que la maîtresse. Et la maîtresse, elle a commencé l'année scolaire en disant « Moi, j'ai 23 enfants et je mets un point d'honneur à suivre et à m'adapter au rythme des 23 enfants. S'il faut qu'on fasse des points réguliers pour justement voir comment on peut travailler ça ensemble entre l'équipe pédagogique et les parents, on le fera. Mais c'est très important de prendre chaque enfant comme un être unique qui a un rythme unique et de respecter ce rythme en fait.
Je pense que c'est la principale différence qui convient parfaitement à Jules pour le coup par rapport à ce qu'on a vécu auparavant en France. Et la deuxième, c'est justement qu'il y a une équipe pédagogique qui est assez présente rapidement et qui est assez nombreuse, on va dire, parce qu'il y a quand même des psychologues scolaires, des orthopédagogues, des orthophonistes, des techniciens en éducation spécialisée. Et généralement, ils ont la possibilité de faire appel à eux très facilement et très rapidement s'il y a un besoin particulier décelé chez l'enfant. Et le troisième point, je dirais que c'est... alors, je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas connu le CP en France, puisque là, Jules est en première année, c'est l'équivalent ici à Québec. Jules, il a une maîtresse et 3 spécialistes, un professeur d'éducation physique, un professeur de musique et un professeur d'anglais. Et il a ces 3 matières données par d'autres personnes que sa maîtresse qui fait le reste en fait des matières. Oui, ok, donc c'est quand même des différences assez importantes. Est-ce qu'elle est gratuite l'école au Québec ou il y a un coût? Alors l'école est gratuite, par contre les fournitures comme en France c'est à la charge des parents. Le bus scolaire est gratuit si on respecte certains critères. Il faut être de mémoire à plus d'1,6 km de l'école, sauf si le trajet est considéré trop dangereux par rapport à l'âge de l'enfant pour qu'il puisse le faire à pied. Pour l'instant, Jules a le bus gratuit. Le service de garde est payant, mais c'est comme en France aussi. Au niveau des coûts, on est à peu près identique par rapport à ce qu'on payait en France. Par contre, on n'a pas la cantine inclus. Il n'y a pas la cantine dans l'école de Jules. On est obligé de préparer sa lunchbox tous les soirs, en fait, pour le lendemain midi. Ok, ouais, donc ça c'est assez différent et c'est vrai que c'est pas typique en France de ramener son petit sac avec sa nourriture. Ils n'ont pas de restrictions sur ce que tu peux ramener? Si, par rapport aux allergies, on n'a pas le droit à lui donner des fruits secs. Enfin, ça va être amandes, noisettes, noix, cacahuètes, ce genre de choses. Il n'a pas le droit au chocolat ni aux bonbons. Sauf événement particulier. Alors, petite anecdote, on lui donnait ça ressemblait à des bonbons, mais il y avait écrit à base de fruits. Et donc, nous, on est parti pour se dire, c'est bon, c'est des fruits, on lui fait un petit plaisir, ça a l'air rigolo à manger. Et en fait, c'est quand on a croisé la personne qui s'occupe de lui au service de garde qui a dit, alors normalement, les bonbons, on n'a pas le droit. Je dis, mais je donne pas de bonbons. Si, ce que vous lui donnez, c'est des bonbons ici. Ah, pardon. Du coup, on a arrêté de donner cette petite collation à Jules. Là, j'ai l'impression que tout s'est très bien passé pour vous une fois sur place, même si des fois il y avait peut-être des délais, etc. Est-ce que vous avez ressenti un espèce de problème d'adaptation ou est-ce que tout s'est plutôt bien déroulé? Je sais pas si on peut dire problème. Je sais que moi, par rapport à David, au début, ça a été la conduite. On a mis quelque temps à comprendre les feux rouges, pouvoir tourner à droite, à quel moment, dans quelles circonstances, à quelle heure, à quelle date. C'est plutôt ce genre de choses qu'on peut considérer comme un problème sans vraiment en être un parce qu'on s'est rapidement fait à ça. Par contre, professionnellement, moi, j'ai commencé à travailler plutôt tard au final. Et je me suis retrouvée confrontée à des différences de vocabulaire ou d'expression, ou voire même avec un petit mal de tête en fin de journée, après avoir passé la journée en réunion, à devoir déchiffrer un petit peu les accents prononcés en fonction des collègues. Mais sinon, non, pas vraiment de problème d'adaptation particulier. Mais est-ce que tu as trouvé que tes collègues, ils étaient quand même assez réceptifs du fait que tu étais française et que forcément, il y allait peut-être par moment avoir des petits couacs au niveau de la langue? Oui, complètement, parce que on en rigole même encore maintenant. Ça fait 3 mois que j'ai vraiment commencé à travailler. Donc au bout de 3 mois, ils m'ont dit qu'ils allaient m'offrir un lexique de leurs expressions pour que je puisse le travailler cet été et être prête pour la rentrée après l'été. Après, c'est rigolo parce que j'essayais du coup de reprendre un petit peu leur vocabulaire, comme par exemple le fait de dire on fête la fête d'une personne, on ne fait pas l'anniversaire d'une personne. Et ils m'ont repris en disant mais non, si toi tu avais l'habitude de dire anniversaire, dis-le, parce qu'en fait ça nous enrichit nous aussi de voir les différences de vocabulaire et d'entendre ces différences-là culturelles aussi. Et c'est intéressant pour nous de le voir et de l'entendre. Du coup, vous étiez du sud de la France, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, et là maintenant vous passiez au Québec. Est-ce que ça a changé votre quotidien, votre vie par rapport au sud de la France et votre vie au Québec, pas seulement sur un plan climat, mais en général?
Déjà, je vais quand même parler du climat très rapidement. L'air est quand même plus respirable. Moi qui devais passer certaines nuits presque sur le carrelage à Toulouse parce qu'il faisait trop chaud, là, j'avoue qu'on respire un peu plus. Après, on a une certaine douceur de vivre ici qu'on n'avait peut-être pas nécessairement en France, dans le sens où déjà au travail, ici, l'heure, c'est l'heure. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est très exceptionnel si vraiment il y a des heures supplémentaires. Mais souvent, ça a déjà été discuté en amont avec l'employeur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'arranger. Et typiquement, moi, je finis à 16h30 quasiment tous les jours. Et c'est 16h30, c'est pas 16h45, 17h ou que sais-je. Ça nous permet quand même d'avoir une meilleure vie de famille là-dessus, d'avoir plus de temps de profiter. D'autant plus que l'hiver, la nuit, elle tombe quand même à 16h. On garde le rythme pour l'été derrière, c'est cool. Mais non, après, il y a une certaine douceur de vivre. Et puis, il y a aussi un respect du côté vie de famille, vraiment. Il n'y a pas cette espèce de jugement de se dire, ah ouais, ton enfant, il est malade, il faut que tu partes pour aller le chercher, te mettre en télétravail. C'est pas bien, machin. Ah ouais, ça m'embête. Non, c'est ok, pas de souci, vas-y. C'est beaucoup plus détendu, en fait. Peut-être plus de confiance aussi envers ses employés. Alors oui, je pense, enfin j'ai envie de dire que oui. Après, peut-être que d'autres personnes n'ont pas la même expérience au niveau de leurs employeurs, je pourrais pas le dire. En tout cas, moi, tous mes employeurs jusque-là, parce que j'en ai eu deux, j'ai déjà changé de société, j'ai pas eu de soucis là-dessus. C'était plutôt, ok, vas-y, on te fait confiance, il y a pas de souci. Donc là, on vient de passer un petit moment sur justement l'arrivée, ce qui a changé pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter avant que j'aborde plutôt votre expérience maintenant avec du recul? On a demandé pas mal de conseils à des gens qui étaient déjà arrivés ici un peu avant nous, quand on est arrivé, sur comment s'équiper pour l'hiver. C'était une inquiétude notamment de Jennifer, pas mal. Donc on a demandé à pas mal de gens et il se trouve que bon, finalement, on a eu un hiver relativement doux avec beaucoup de neige mais doux. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Et puis, il y a de quoi acheter sur place, donc ça, c'est pas un souci. Oui, Oui, il y a oui. de quoi faire. Acheter l'été, c'est un peu moins cher en général. Il y a moins d'offres, mais c'est moins cher. Il y a beaucoup de friperies à Québec. Je trouve que ça c'est intéressant aussi si on veut s'équiper à un moindre coût. Est-ce que t'aimes l'hiver pour faire de la luge? Oui. T'en fais à l'école aussi? Oui, des fois on peut pas trop parce que il y a des jours où on a le droit. Non, tous les jours on avait le droit. Mais ils ont arrêté parce qu'il y avait plus assez de neige. Donc maintenant que vous y êtes depuis presque un an, avec du recul, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez peut-être fait de différent si vous deviez revivre cette expérience? Alors, premièrement, c'est pour notre arrivée, on est arrivé à Montréal et on avait prévu de faire le trajet jusqu'à Québec le jour même de notre arrivée. On avait pris une nuit d'hôtel puisqu'on récupérait les clés de notre appartement dès le lendemain et on avait calé aussi un rendez-vous avec le banquier pour pouvoir finaliser l'ouverture de notre compte chez Desjardins ce même jour-là. Déjà, c'était beaucoup trop en même temps. C'est-à-dire que déjà après 6 heures d'avion, prendre la voiture, faire 3 heures de route, enfin presque 3 heures de route, ça nous a semblé long. Il y a un peu moins en réalité, mais sur le moment, c'était très long. D'arriver, de prendre juste une nuit d'hôtel pour le lendemain, récupérer les clés, devoir aller acheter un matelas, faire le rendez-vous avec le banquier, tout ça dans moins de 2 jours, finalement, c'est trop court. On aurait peut-être dû prendre peut-être 3-4 nuits d'hôtel minimum pour pouvoir faire toutes ces choses de manière plus espacée et ne serait-ce que même finalement à Montréal, peut-être avoir pris une nuit à Montréal, ça aurait été mieux. D'autant plus que pour la petite anecdote, on avait demandé un siège auto pour notre fils. L'agence de location de voitures nous dit OK, on vous prépare la voiture et donc ils ont mis presque 1 heure en plus à préparer la voiture. C'était atrocement long. Et quand ils nous donnent les clés, je vois qu'il n'y a pas de siège auto dans la voiture. Donc on va au comptoir, on leur demande pas de trouble, on arrive. Une demi-heure plus tard, on voit le mec arriver avec un carton, littéralement un carton de siège auto. Donc le truc était neuf, emballé. On n'avait même pas de couteau, pas de ciseaux pour ouvrir le carton. C'était l'enfer. Donc sur le parking de l'aéroport, devoir démonter le truc pour pouvoir lire un manuel qui était qu'en anglais en plus pour monter le siège auto, parce qu'il était en pièces détachées, sinon c'est pas rigolo. Et je me suis dit, oh là là, voilà. Moins de 24 heures finalement pour faire toutes ces choses-là, non. On en rigole aujourd'hui, mais clairement, prenez plusieurs nuits d'hôtel, c'est mieux. Même si vous avez les clés le jour J, prenez plusieurs nuits d'hôtel plutôt que de courir partout. Ouais, ne pas trop se mettre la pression. C'est vrai qu'on a tous tendance à faire ça avec nos vies à 1000 à l'heure, mais prendre le temps de souffler, surtout après un long vol, de devoir passer la douane, de faire les papiers, etc. Ça prend du temps. Et puis avec un petit garçon en plus à gérer, bien prendre le temps de souffler un coup. Qu'est-ce que vous diriez à un parent qui nous écoute ou un futur parent qui écoute ce podcast aujourd'hui et qui hésite à tenter l'aventure PVT au Canada pour sa famille? N'hésitez pas. Je pense que ça peut être la bonne réponse. C'est difficile à dire en fonction des différents questionnements qu'ils peuvent avoir et des craintes. Moi, je crois que je pourrais parler en mon nom. La crainte que j'avais, c'était
de gérer l'éloignement avec les proches. Je pense que je peux dire que après 10 mois ici, on a eu 3 visites, on a eu la chance d'avoir 3 visites et c'était génial. Toujours trop court, ça passe toujours trop vite, mais ça fait tellement de bien. Ce qui est le plus dur, c'est ça. C'est gérer cet éloignement-là, même si on a la chance d'avoir des visios, etc., de pouvoir les faire facilement. Gardez en tête que oui, ça sera compliqué, mais à côté de ça, n'hésitez pas, parce que c'est le mot qu'on a dit au début, c'était expérience au pluriel, mais c'est ça. C'est-à-dire que je crois qu'il se passe pas une semaine sans qu'on vive une nouvelle expérience, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans le fait de voyager pour découvrir la province, de voir Jules évoluer. En fait, c'est surtout ça. C'est 10 mois plus tard, 11 mois plus tard, je regarde Jules, je vois son évolution, je vois l'augmentation de son ouverture d'esprit, je vois que le système scolaire lui convient plus ici. Je le vois épanoui et franchement, rien que pour ça, ça mérite d'être vécu en fait. Tu penses du coup qu'il n'aurait pas évolué pareil en France ou son épanouissement serait peut-être pas le même qu'aujourd'hui? Je pense pas. Je pense pas parce que rien que par rapport au milieu scolaire, en France, il n'était pas écouté. Ici, ils mettent vraiment, littéralement, un point d'honneur à écouter chaque enfant. C'est juste exceptionnel. Peut-être que c'est faire une généralité, peut-être que c'est pas pareil dans toutes les écoles, mais généralement, dès qu'on a eu une question à poser ou un étonnement forcément, Jules s'est fait punir à certains moments. C'est pas un enfant parfait, mais on n'attend pas lui qu'il soit parfait. En fait, c'est ça. On n'attend pas lui qu'il soit parfait, on n'attend pas lui qu'il rentre dans le cadre dans lequel il est censé rentrer. Il a son propre cadre et il s'adapte et on s'adapte tous autour de lui, en fait. Oui, la différence semble être peut-être un petit peu plus respectée et appréciable. David, est-ce que toi, tu voudrais ajouter quelque chose, justement, si un papa nous écoute? Bah non, finalement, je rejoins totalement Jennifer là-dessus. En fait, il y a quand même une belle ouverture d'esprit que Jules acquiert ici. Le côté, finalement, la découverte qu'il peut faire, toutes les découvertes finalement qu'il peut faire avec nous, avec son école. Donc ça, c'est très enrichissant pour lui, pour nous. Je dirais après, effectivement, c'est vrai que beaucoup de parents ont des craintes comme nous on a pu avoir, mais en planifiant les choses, finalement, ça se déroule très très bien. Puis voilà quoi, c'est que du plaisir. Oui, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours rose, mais cela dit, en France, c'est pas tous les jours rose non plus. Donc voilà, autant sauter le pas. Et puis l'avantage avec le PVT, c'est que dans le pire des cas, au bout de 2 ans, vous pouvez toujours rentrer si finalement ça vous convient pas. C'est une possibilité qui existe. Clairement. Et est-ce que le petit Jules a vu ses baleines à Tadoussac ou pas encore? Oui, il les a vus l'été dernier. Ça faisait 2 mois qu'on était ici. J'ai la chance d'avoir une ancienne équipe de travail que j'apprécie malgré la distance toujours beaucoup et qui ont eu la gentillesse de nous offrir une excursion pour tous les 3 dont on a profité au mois de septembre, si je dis pas de bêtises, 2022. Et on a vu 3 baleines à bosse, des dauphins, des pingouins, des phoques. Et rien que de voir le regard de Jules et de se dire qu'on a tenu la promesse qu'on avait fait à notre petit bébé de 3 ans, c'était juste magique. Et toi, tu aimes vivre au Canada? Oui. T'aimes quoi au Canada? La neige. Un peu. Mais ce que j'aime le plus, c'est que on voit des animaux. C'est ce que j'aime bien, voir les animaux. Quoi comme animal? Les marmottes, les belugas, les baleines, les caribous, on n'en a pas encore vu, mais tous les animaux qui vivent ici et qui été vus. Qu'est-ce que vous diriez qui vous est arrivé au Canada, qui ne s'est peut-être pas arrivé pour vous en France? Alors moi, c'est un petit côté épicerie, on va dire ça comme ça. Je comprenais pas pourquoi ces 10 derniers mois, je faisais des gâteaux et que les gâteaux ne se levaient pas, ne montaient pas, ne gonflaient pas. Et par hasard, j'en ai discuté avec ma collègue de travail qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu mets dans tes gâteaux ?» Je dis « De la poudre à pâte. » Et là, elle est partie en fou rire. Elle m'a dit « Mais c'est pas de la levure, de la poudre à pâte. » Je lui dis « Ah bon, mais moi je trouvais pas de levure, je croyais que ça s'appelait comme ça. » Ah non, la levure ici, ça s'appelle de la levure. Et depuis, j'ai trouvé finalement de la levure et je fais des gâteaux qui montent. Excellent. Comme quoi, on pense qu'au Québec, on va bien comprendre la langue, mais il y a des subtilités qui peuvent des fois perturber le quotidien. Exactement, effectivement, c'est une des petites difficultés, c'est que le vocabulaire, des fois, finalement, c'est les mêmes mots, mais la signification derrière n'est pas forcément la même. Donc, il y a des fois, ça crée des petits décalages comme ça, c'est rigolo. Ouais.
Et pour toi, David? Alors moi, en fait, c'est la poignée de la porte d'entrée qui est en alu, en métal, peu importe, qui s'est mise à geler quand on a eu un -40 dehors. On a eu ça sur un week-end, -40 pendant 2-3 jours et ouais, la poignée était littéralement gelée à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que c'était glacé, c'était de la glace dessus, ouais, ouais. Ça nous a ouais, on était: bon, on va mettre un gant pour ouvrir la porte». C'est sûr que ça serait pas arrivé à Toulouse. Non, 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 non. non, non, à Toulouse, non, non. Brûlante à la limite, mais Tu pouvais quand même l'ouvrir, la porte. oui, oui, heureusement, mais c'était une crainte, mais oui, oui, ça non, c'est Un énorme merci à tous les deux d'avoir pris du temps pour partager votre expérience de PVT au Canada. Un grand merci à tous les deux et puis plein de bonnes choses pour la suite. Ben, merci à toi. et merci à PVTiste pour l'invitation. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.